Est-ce que l'affichage est bon? Ok, super. Merci beaucoup. Euh, Écoutez, ben, merci beaucoup Mélanie pour l'introduction. Ça met bien la table. Donc je vais rentrer directement dans... je vais redonner un petit peu de contexte, mais c'est un contexte un petit peu plus personnel pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ce travail et d'où ça vient. Donc je m'appelle Amandine Vollard, je suis ingénieure éolien, ingénieure en génie de l'environnement de formation. Ça fait 6 ans que je travaille à l'ADEME, mais actuellement je suis en congé sabbatique. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique en France. Et donc, je vous le disais, je suis en congé sabbatique de l'ADEME, mais juste avant que je parte de l'ADEME, mes missions s'orientaient de plus en plus sur les enjeux sociaux et sociétaux associés au développement de l'éolien en France. J'ai notamment piloté une étude sur l'impact de l'éolien sur l'évolution des prix de l'immobilier. Et juste avant que je parte, j'ai initié une étude sur les représentations sociales de l'éolien en France, donc autrement dit, la perception de l'éolien en France. Puis je suis pas partie de l'ADEME en congé sabbatique parce que j'en avais marre de mon sujet. Je suis partie pour des raisons personnelles et en arrivant au Québec, j'ai vraiment eu cette curiosité de savoir comment ça se passe sur le développement éolien au Québec, sachant que Mélanie l'a dit en introduction, vous avez quand même une actualité assez chargée en la matière. Donc j'ai la chance d'avoir été accueillie par le Front commun pour la transition énergétique et je remercie sincèrement Mélanie, puis également toutes les personnes que j'ai pu rencontrer une fois par semaine. Ça m'a permis, comme le disait Mélanie, d'être un peu challengée et aussi d'un point de vue personnel de ne pas devenir folle avec la quantité de données que j'avais à traiter. Donc, c'était enrichissant, puis vraiment très chouette socialement. Euh, la méthode, je vais vous la présenter juste après, que j'ai utilisée pour mon travail. Elle est basée sur la méthodologie que j'avais travaillée à l'ADEME pour étudier les perceptions de l'éolien en France. Cette méthode, on avait mis 1 an à la développer au sein de l'ADEME, puis elle a été retravaillée par l'agence phare, qui est une agence française spécialisée dans l'évaluation des politiques publiques et les impacts sociaux. Voilà, donc je suis arrivée avec un petit bagage quand même, et ce que je vais vous présenter là, ça représente à peu près 500 heures de travail bénévole. Voilà, c'est peut-être en tout cas, c'est la première et peut-être la dernière fois de ma vie que j'aurai la chance de présenter un travail où, pour le coup, j'ai vraiment géré mon temps comme je voulais. Ça fait quand même presque un mi-temps sur 6 mois, mais c'était fort intéressant. Puis j'espère voilà, que ça vous plaira. Je remercie aussi l'ensemble des personnes qui m'ont accordé du temps. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont présentes aujourd'hui, qui m'ont accordé un entretien. Vous avez contribué à la richesse du travail, donc merci à vous. Vous verrez sur quelques slides, il y a des dessins. Je ne sais pas si quelques personnes d'entre vous ont vu le post LinkedIn du Front commun et le mien, mais j'ai décidé de retranscrire ce travail sous forme de bande dessinée. Donc ça, c'est en cours, c'est long, mais ça arrivera. Donc en attendant que ça arrive, je me suis dit que j'allais déjà commencer à mettre des dessins un petit peu partout. Je pense que j'ai fait le tour pour le contexte. L'ordre du jour, donc Mélanie vous l'a dit, je vais essayer de tenir ça dans à peu près 40 minutes. 5 minutes sur la méthode, 20 minutes sur vraiment le corps du travail qui est décomposé en 3 parties: informer, consulter, prendre et entretenir des décisions légitimes. Message clé, recommandations. Il est possible que je vous présente que les recommandations pour éviter les redondances et pour pas que ça s'étire trop dans le temps. Et puis les limites. Je dois dire en introduction que c'est essentiellement un travail de collecte de données, d'analyse, de croisement de données, de méthodes. Donc, ce que je vais dire, parfois je vais le dire de façon un peu rapide et de façon affirmative, il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans la littérature, qui ont été dites dans les rapports du BAP. Euh, et j'en profite je sais qu'il y a des personnes qui sont françaises dans la salle. Il y a quelques acronymes que je vais utiliser souvent. Le premier, c'est le BAP, c'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement, qui est un organisme indépendant qui a pour mission d'informer, consulter, enquêter et aviser le gouvernement sur des missions qui lui sont attribuées, notamment sur des projets éoliens. L'autre acronyme que je dois vous partager avant de commencer, c'est RCI, Règlement de contrôle intérimaire, qui est un règlement qui est pris au niveau des MRC, qui est le dernier acronyme que je voulais vous partager, qui est un équivalent de l'intercommunalité en France. Je pense qu'avec ces 3 acronymes-là, on a à peu près fait le tour. S'il y a des questions en cours de route, n'hésitez pas à faire signe. Sur la méthode, peut-être. Voilà, c'est bon. Il y a 5 grands axes sur lesquels je me suis basée.
Mélanie l'a dit, le rapport sera publié dans un second temps, mais vous verrez que dans le rapport, il y a 5 annexes. Donc, c'est vraiment ces 5 axes-là. Et le rapport, qui fait une quarantaine de pages, lui, c'est vraiment un condensé, un croisé de ce gros contenu qui est dans les annexes. Donc, dans les annexes, une revue de littérature sur 2 sujets. L'acceptabilité sociale des projets énergétiques au Québec, d'une part. Je vous ai placé une liste d'auteurs qui n'est pas exhaustive, mais pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez des questions sur le type de travaux que j'ai consultés, on pourra en discuter dans le temps d'échange. Euh, et deuxième sujet de revue de littérature, c'est le rapport au territoire et à la consultation des peuples autochtones. Et là aussi, Mélanie, on a touché un mot en introduction. C'est un contexte qui est assez particulier que, en tant que Française, je connais pas sur mon lieu de vie habituel. Donc, c'était important pour moi d'essayer de mieux comprendre à la fois l'historique des relations entre autochtones et allochtones. Par ailleurs, il y a eu de nombreux projets énergétiques qui ont été développés en territoire autochtone et donc il y avait aussi matière à aller chercher de l'information et du retour d'expérience. Voilà, ça c'est les 2 premiers axes. Le troisième, c'est les entretiens de cadrage qui sont quand même assez nombreux, tout simplement parce que je pense pouvoir dire que j'ai des compétences et des connaissances en éolien, mais pas dans l'éolien au Québec. Donc j'avais vraiment besoin de tous ces entretiens pour maîtriser un peu mieux le contexte. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec des personnes qui viennent de milieux et qui représentent des intérêts assez variés. Ils sont listés, je ne vais pas tous les parcourir, mais peut-être pour les acronymes, il y a le MEIE, qui est le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. L'UPA, qui est l'Union des producteurs agricoles. L'UMQ, Union des municipalités du Québec. UQAR, Université du Québec à Rimouski. UDS, Université de Sherbrooke. Puis voilà, ensuite, un certain nombre d'autres organisations qui représentent des associations, des intérêts des municipalités, des citoyens, des institutions. Ensuite, et c'est sans doute la partie la plus lourde, qui m'a pris le plus de temps, mais qui était aussi très riche, c'était donc les 2 autres axes que sont l'enquête terrain et l'analyse des dossiers du BAP. Pour l'enquête terrain, je suis allée dans 2 MRC. L'une d'entre elles, c'est Pierre de Sorel. L'autre, je ne dévoile pas son nom parce que, comme vous le voyez, il y a peu d'entretiens. J'ai garanti une forme d'anonymat aux personnes que j'ai interrogées. Donc, voilà, ne pas donner le nom de cette MRC, ça m'aide à préserver cet anonymat. Pierre de Sorel, je vous le donne parce qu'en fait, c'est le seul parc éolien 100% communautaire du Québec. Donc, de toute façon, même si je ne le nomme pas, c'est pas très compliqué à retrouver. Euh, donc, dans le cadre de cette enquête terrain, 2 monographies, c'est-à-dire que j'ai vraiment essayé d'étudier en profondeur la documentation disponible sur ces territoires pour connaître un petit peu mieux les caractéristiques sociodémographiques, les conditions de développement des projets éoliens. Euh, c'est ça. J'ai associé ça à 2 observations, c'est-à-dire que j'ai essayé de retranscrire l'ambiance, les paysages que j'ai pu voir sur le terrain, et donc 12 entretiens semi-directifs. Et enfin, l'analyse des dossiers du BAP. Je vais juste passer sur l'autre slide parce que j'ai un petit peu plus de détails sur celle-ci. Euh, donc le BAP, je vous le disais, cet organisme indépendant a avisé le gouvernement du Québec depuis la fin des années 90, depuis le tout premier parc, sur finalement les préoccupations des citoyens, des citoyennes, des participants, des communautés du territoire. Le BAP a également émis des avis et des recommandations sur l'ensemble de ces projets. C'est quand même un historique. Il y a une grande profondeur historique. Ça fait énormément de données. Chaque rapport fait entre 150 et 200 pages. Euh, Ça ne représente pas l'ensemble des parcs éoliens parce qu'il n'y a pas un BAP pour chaque projet. Des fois, il n'y a pas de BAP qui est demandé par le gouvernement ou par les citoyens. Euh, Parfois aussi, les projets sont trop petits, donc ils passent sous un certain seuil, 10 mégawatts en l'occurrence. Là, j'avoue que je ne sais pas si ce seuil est encore valable, mais en tout cas, au début de la filière, c'était le cas. Les projets en dessous de 10 mégawatts n'étaient pas soumis au BAP. Parmi ces 33 dossiers, il y en a une petite quantité pour lesquels il y avait pas vraiment de rapport du BAP, mais pour les autres, il y avait soit des rapports d'audience publique, des comptes rendus de procédure de médiation ou des rapports de consultation ciblée. Donc, j'ai lu tout ça et avec un focus sur les préoccupations des participants, participantes et les avis et recommandations du BAP. En complément, j'ai fait 4 analyses approfondies. Ça, c'était vraiment pour essayer de comprendre comment, de l'avis des participants et participantes qui sont formulés dans les mémoires qui sont remis au BAP, on arrive à la fois à un décret d'autorisation et à un registre des évaluations environnementales qui tient compte ou pas de ces préoccupations de participants.
Voilà, donc ça fait une centaine de mémoires aussi analysées qui sont des mémoires, eux, directement rédigés par les participants et participantes. Je m'arrête sur la méthode pour passer dans le cœur du sujet. J'ai deux, trois slides par thématique, informer, consulter, prendre et entretenir des décisions. Il y en a deux ou trois sur lesquels je vais passer pas mal de temps, mais pas d'inquiétude, je serai plus rapide sur les autres. Je pense que je pourrais vraiment passer 20 minutes sur mon rapport, sur chaque slide. J'aurais très envie de vous livrer l'ensemble de mon rapport, mais pour vous comme pour moi, c'est pas une bonne idée. Donc, je vais essayer de faire ça clair et concis. Sur l'information, d'abord, il y a trois grandes thématiques qui ressortent et qui sont réclamées par les participants et participantes à la fois du BAP, mais aussi par les personnes avec qui j'ai pu discuter en entretien. C'est avoir la bonne information diffusée par la bonne personne et au bon moment et vers le bon public. Je les mets un petit peu ensemble, ces deux-là. Donc la bonne information d'abord. Je dois dire en préambule de cette slide que c'est une slide un peu négative. Euh, Ce qu'on peut dire quand même, c'est que sur la quasi-totalité des rapports du BAP, il y a une introduction rédigée par chacune des commissions successives du BAP qui stipule que l'éolien est perçu comme une énergie renouvelable, peu polluante, globalement souhaitable. Ça, c'est vraiment un postulat de base qui est globalement partagé. Ceci étant dit, il y a quand même des incohérences qui sont perçues depuis 25 ans, donc vraiment depuis les premiers projets éoliens, vis-à-vis de deux grandes thématiques. D'abord, l'évolution de la politique énergétique et ensuite, certaines informations qui sont jugées incomplètes ou insatisfaisantes. Vis-à-vis de l'évolution de la politique énergétique, là, il y a aussi deux sujets. Le premier, c'est une incompréhension globale vis-à-vis du passage on va dire de la période de surplus énergétique de l'ordre de 40 TWh par an, qui était la norme au Québec. Vous avez la chance d'avoir Hydro-Québec, la société d'État qui est propriétaire et exploite de nombreuses centrales hydroélectriques. C'est un patrimoine énorme et qui faisait en sorte que tout allait bien, tout semblait aller bien jusqu'à il y a peu de temps, où il y a eu un changement de paradigme dans lequel, soudain, la transition énergétique et la décarbonation semblaient générer des besoins nouveaux en électricité. Vis-à-vis de cette affirmation, il y a des participantes qui sont mal à l'aise et qui jugent que finalement, c'est la politique incitative d'accueil de nouvelles entreprises énergivores qui génère ces nouveaux besoins énergétiques. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point vis-à-vis de l'évolution de la politique énergétique, c'est qu'il y a une incompréhension assez partagée vis-à-vis du fait que les projets éoliens ne sont pas portés par Hydro-Québec lui-même, mais par des sociétés privées. Hydro-Québec étant une société d'État qui a été renforcée dans le cadre d'un pacte social dans les années 60, il y avait vraiment dans le cadre de cette création la volonté de partager une richesse commune et de dépenser au mieux les impôts des Québécois, des Québécoises. Et finalement, le fait que ce soit des promoteurs privés qui portent les projets ne rend pas clair pour les participants et participantes l'intérêt que ça génère pour eux. C'est-à-dire, est-ce que c'est un intérêt technique, économique? C'est pas vraiment hyper clair. Euh, donc voilà, ça c'est les deux premières incohérences perçues vis-à-vis de l'évolution de la politique énergétique. Maintenant, vis-à-vis des informations qui sont jugées incomplètes ou insatisfaisantes, euh, BAP après BAP, il y a des sujets qui sont récurrents. Celui des effets de l'éolien sur la santé, sur les écosystèmes, sur ces sujets, comme d'ailleurs sur le tourisme et sur la valeur des biens immobiliers, il y a déjà des études qui existent. Elles ne permettent pas vraiment de conclure de façon ferme, en tout cas sur chacun des territoires sur lesquels sont développés les projets au Québec. Et en fait, c'est ça, chez les commissions successives du BAP disent tantôt, on peut considérer qu'il y a pas de preuve d'impact, et tantôt, on a besoin de plus de données pour pouvoir apporter des conclusions fermes aux personnes qui sont concernées par les projets. Sur les impacts cumulés, je le mets peut-être un petit peu à part parce que finalement, c'est aussi avec le développement de projets successifs dans certaines régions, il y a vraiment ce besoin exprimé de connaître non seulement l'impact des projets individuels, mais aussi l'impact des projets en cumulé sur une région qui finalement ne semble pas évaluée, en tout cas pas dans le cadre des BAP. Ça, c'était pour la bonne information, c'est-à-dire que les participantes du BAP depuis plus de 25 ans expriment ces besoins-là. Ensuite, par la bonne personne, il y a un concept qui me semble vraiment central, qui est celui de l'homophilie, qui est défini par Marie-Ève Maillet en fait, depuis une dizaine d'années dans le cadre de la diffusion des informations
liées au projet éolien et qui est défini comme l'intérêt euh, l'intérêt qui prime quand on recherche une information. C'est pas l'information elle-même, c'est la personne de confiance qui va nous délivrer cette information. Et ça semble majeur dans le contexte où lorsqu'un projet éolien arrive sur un territoire, le premier interlocuteur, c'est le promoteur qui a un intérêt dans le développement du projet. Et le deuxième interlocuteur, c'est l'élu, le maire, la mairesse, qui peut se retrouver un peu pris de court en matière justement de possession d'informations, de diffusion d'informations, et pour qui un interlocuteur de confiance pourrait être le promoteur, mais qui est biaisé, comme j'ai déjà dit. Euh, donc ici, il y a vraiment un sujet de faut-il finalement encourager le développement de structures qui aident à avoir des tiers de confiance ou encourager la diffusion de connaissances qui permet aux élus de monter plus facilement en compétence sur ces sujets. Voilà, je n'ai pas de réponse ferme, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Ensuite, et finalement, la diffusion de l'information au bon moment vers le bon public, là, c'est vraiment assez large, mais c'est aussi lié au contexte euh, comment dire, de la façon dont sont développés les projets, c'est-à-dire par des promoteurs individuels qui se rendent sur les territoires et qui n'ont pas nécessairement les mêmes pratiques de développement. Tantôt, vous aurez un promoteur qui ira d'abord voir la MRC, puis la municipalité, puis qui fera une réunion d'information ouverte à l'ensemble de la population qui sera concernée par le projet. Encore faut-il définir ce que ça veut dire, concernée par le projet. Ça, c'est peut-être un schéma qui semble souhaitable, mais ce qu'on voit encore sur le terrain, jusque très récemment, puisque ça, c'est issu des entretiens que j'ai faits vis-à-vis de projets qui ont été développés en 2023, c'est des promoteurs qui vont voir la MRC, qui ne vont pas forcément voir la municipalité, puis qui vont voir directement les agriculteurs qui pourraient recevoir des éoliennes sur leur terre. Et ça, malheureusement, ça génère assez rapidement une perception de manque de transparence, de traitement différencié entre certaines personnes, agriculteurs susceptibles de recevoir des éoliennes et autres citoyens et citoyennes, et d'injustice. On pourrait aussi citer à cet égard-là l'injustice qui peut être perçue par les citoyens et les citoyennes lorsqu'un règlement de, consultation, de contrôle intérimaire est proposé, ou un règlement d'ailleurs municipal qui propose une distance différenciée entre le centre urbain vis-à-vis des éoliennes et les habitats des rangs vis-à-vis des éoliennes. Généralement, la distance au centre urbain est bien supérieure, on est à quelque chose du genre 1,5 km. Les habitations des rangs, on prévoit une distance de 700-800 mètres peut-être. Donc, si ça peut trouver une justification vis-à-vis de l'ambiance qu'on veut conserver dans le bourg, vis-à-vis voilà, d'un paysage un peu circonscrit qu'on veut conserver, ça trouve plus difficilement de justification vis-à-vis des individus euh, qui sont en fait juste des citoyens et des citoyennes qui vivent dans le bourg ou sur les rangs. Voilà pour cette slide qui fait partie de mes grosses slides. Ça va être un peu plus simple ensuite. Euh, Sur l'information, il y a aussi la question de faciliter l'accès aux informations. Je ne suis pas designer, je sais que j'ai des amis dans la salle qui le sont. Je m'excuse platement pour cette slide, je sais que ça fait mal aux yeux, mais je trouve que ça illustre assez bien la difficulté d'accéder aux informations. Ça, c'est vraiment littéralement mon parcours pour essayer de retrouver à la fois les mémoires. Bon, je dois dire que le site du BAP est quand même assez clair. Il y a même des rapports qui sont synthétisés, donc c'est très bien. En revanche, on n'y trouve pas tout. Donc, il faut aller également sur les sites de la municipalité, de la MRC, le registre des évaluations environnementales. Des fois, on trouve l'information, des fois, on ne la trouve pas. Euh, Ce que je me suis demandé, c'est pourquoi à un moment, puisqu'on a des informations qui sont par ailleurs vraiment intéressantes, notamment dans le registre des évaluations environnementales, on a des informations sur les suivis sonores, les suivis de la faune, les suivis agronomiques, qui sont vraiment des informations de nature à rassurer, pour ce que j'ai pu lire. Pourquoi ne rend-on pas plus facilement accessibles ces informations sur un observatoire, par exemple, qui regrouperait l'ensemble des données qui seraient de nature à faire avancer la science et la connaissance? Voilà pour le premier gros bloc d'informations. Sur la consultation, je pense que ce sont mes slides préférés. Euh, Quand j'ai parcouru les mémoires qui ont été soumis au BAP, je suis tombée sur des formes d'expression euh, un peu différentes de ce que j'avais l'habitude de parcourir et qui ont été retranscrites d'une certaine manière par le BAP, qui retranscrit des préoccupations et des inquiétudes, mais toute la partie sensible, la partie vision, la partie proposition qui est contenue dans ces propositions créatives
euh, a pas forcément pu être retranscrite, peut-être parce que c'est pas le mandat du BAP et que le BAP a déjà énormément de choses à faire, mais toujours est-il que là, j'ai perçu vraiment une sorte de manque à gagner, puis euh, peut-être de besoin de créer des structures ou des organes qui peuvent recevoir et traiter ces informations. Là, c'est juste deux exemples. Vous avez sur la gauche une caricature qui a été faite par un des participants au BAP du projet Pierre de Sorel. Et sur la droite, une citation de Jean Gagnon sur le projet MU2. Je ne me risquerai pas à prononcer le nom. Bon, pour le coup, qui est assez dramatique. Là, on sent qu'il y a vraiment une forte détresse de la part de cette personne qui est électrosensible. Là, la réflexion que ça a fait naître, c'est aussi ben, le BAP a reçu cette information et a partagé l'inquiétude vis-à-vis des émissions des ondes et de l'effet de l'éolien sur la santé, mais peut-être qu'il serait temps aussi de permettre à ces personnes de parler avec des vraies personnes euh, pour trouver des solutions logistiques, émotionnelles, psychologiques, matérielles dans de cas de situation de détresse. Deux derniers cas pour illustrer ce propos en fait, qui est mon propos, qui est de dire qu'on a besoin d'espace pour pouvoir s'exprimer autrement et que ces expressions soient reçues. Ici, vous avez deux extraits d'un mémoire soumis par Rosaire Lemay, qui est un monsieur bon, qui, à l'époque, avait 75 ans et qui exprimait le fait que ça faisait 30 ans qu'il observait les oies sauvages par sa fenêtre et qui décrit les habitudes des oies sauvages. Je doute très fortement qu'un promoteur ou même un bureau d'études spécialisé en biologie ou en faune locale ait cette profondeur historique de données. De la même manière, vous avez des photos qui ont été partagées par David Forcier, dont le grand-père habite sur la MRC Pierre de Sorel et qui est donc régulièrement prend des photos des oies sauvages. Euh, Peut-être qu'il est aussi temps de se laisser la place pour recevoir ces données qui sont en fait une forme de recherche participative, de science participative. Les citoyens sont experts de leur territoire et on aurait vraiment intérêt à laisser la place pour recevoir ces informations-là situées avec une longue profondeur historique. Un petit point sur les discours. Le BAP retranscrit de façon assez exhaustive et impressionnante une quantité de données énormes dans ses rapports. Ce qu'on perçoit malgré tout, c'est une forme d'influence dans les discours et dans le renforcement peut-être aussi des discours du gouvernement et dans la priorisation des valeurs. Dans plusieurs rapports, on peut lire qu'il y a des préoccupations des citoyens qui souhaiteraient que certains sujets soient traités avant qu'on autorise le parc éolien. La façon dont c'est retranscrit souvent par le BAP, on va dire que c'est assez nuancé. Et finalement, la façon dont le gouvernement se saisit de cette nuance, c'est d'autoriser le parc sous conditions. Euh, Conditions qui sont retranscrites dans le décret d'autorisation. Euh, mais finalement, cette façon de procéder, ça fait qu'on a le sentiment que la transition énergétique et les retombées économiques générées sur les territoires priment toujours sur les autres valeurs et usages du territoire défendus par les participants et participantes, que ce soit une forme de préservation du paysage. On l'a vu récemment autour du Mont Sainte-Anne avec des personnes qui voulaient vraiment une préservation autour du mont, avec une zone tampon de 3 km, je crois, qui finalement n'a pas été complètement respectée pour des raisons d'équilibre financier du projet. Parfois, c'est la préservation de la biodiversité qui pourrait être encouragée. On voit de nombreuses revendications vis-à-vis de la protection de la griffe de Bicknell, de la tortue des bois, de corridors écologiques notamment. Et malheureusement, ces autres valeurs apparaissent toujours comme secondaires ou tertiaires. Ça, c'est du côté du BAP. Maintenant, du côté des participants et participantes, on peut voir qu'il y a une forme de stratégie de lobbying. Alors ça, c'est notamment mis en avant par Stéphanie Yates, mais pas que, qu'on appelle la montée en généralité, qui consiste en fait à défendre un intérêt particulier, mettons par exemple la préservation de la griffe de Bicknell, à un endroit particulier, euh, qui est peut-être pas un sujet qui de prime abord touchait vraiment le participant ou la participante qui s'exprime, mais qui en fait va en faire euh, un sujet de bien commun. Bon, puis j'ai pris un exemple qui en est un, puisque c'est une espèce emblématique. Vous avez a priori 90% de la population, attendez, 50% de la population et 90% de l'habitat de la griffe de Bicknell. Mais en tout cas, c'est ça le principe, c'est prendre un intérêt particulier et le ramener vers le bien commun pour montrer l'intérêt de défendre cet intérêt particulier. Cette montée, en généralité, on peut finalement utiliser ce concept pour définir ce que depuis longtemps et malheureusement encore trop souvent défini comme du NIMBY.
qui s'avère être un terme vraiment pas du tout approprié pour parler des personnes qui s'opposent au projet éolien. Déjà pour deux raisons. La première, c'est que... Tu peux expliquer c'est quoi Ah oui, pardon. NIMBY, donc Not in My Backyard, qui est aussi pas dans ma cour, qui en fait est défini par une forme d'individualisme qui justifie une opposition à certains projets. Ça fait très très longtemps que les sciences sociales ont démonté l'intérêt d'utiliser ce terme pour qualifier les opposants ou opposantes au projet éolien. Déjà parce que il y a de nombreux motifs d'opposition. Effectivement, il y a des personnes qui vont peut-être juste s'opposer parce qu'elles s'opposent plus, c'est comme ça, mais il y a des personnes qui vont juste s'opposer aux conditions dans lesquelles le projet est développé, seraient pour, mais avec d'autres paramètres pris en compte, voudraient plus de temps. Il y a une grande nuance à prendre en compte dans, c'est ça, dans l'ensemble des franges d'opposition qu'on peut considérer, d'une part, et d'autre part, le fait de déconsidérer les arguments d'une personne parce qu'on la juge opposée n'est pas du tout enclin à apaiser le dialogue ou à permettre d'avancer de façon constructive. Voilà, bon, c'est une invitation, encore une fois, puis je veux dire, je ne me fais que le relais, une fois de plus, de ce que disent les sciences sociales, d'abandonner cette utilisation du NIMBY, qui ne permet pas de caractériser finement l'opposition au projet éolien. Et enfin, je pense que c'est ma dernière slide sur les consultations. C'est juste un petit mot sur une partie que je maîtrise moins bien, mais qui, en fait, pour faire un parallèle entre les stratégies de dénonciation du consentement préalable libre et éclairé, qui s'appliquent en particulier aux communautés autochtones et qui, en fait, veut que avant qu'un promoteur développe un projet sur un territoire non cédé autochtone, il obtienne le consentement préalable libre et éclairé des communautés. Il s'avère que ce consentement préalable libre et éclairé est dénoncé par les autochtones pour plein de raisons, et que les modalités de contestation peuvent être rapprochées des modalités de dénonciation des conditions du développement éolien, que ce soit les contestations, donc boycott, blocage, action en justice. Aujourd'hui, il y a 3 recours collectifs qui ont été déposés à l'encontre de projets éoliens au Québec. La collaboration, finalement, on voit déjà à l'échelle des municipalités et des communautés que la collaboration a été mise en place pour protéger les intérêts des communautés. Et la réappropriation, ben, de la même manière, les municipalités et MRC ont mis en place des règlements pour permettre de ben, ça, définir certaines limites à ne pas franchir lorsque des projets éoliens sont développés. C'était juste un parallèle que je trouvais intéressant en matière de stratégie de dénonciation. Ok, j'ai menti, il me restait une slide sur la partie consultation. J'ai juste un petit coup d'œil à l'heure. Ok, ça va. Euh, Plusieurs modalités de consultation ont déjà été demandées à plusieurs reprises au cours des différentes commissions du BAP. Euh, la première, qui est celle, je pense, qui a été demandée le plus souvent par les commissions du BAP, c'est une consultation nationale, qu'on pourrait aussi appeler BAP générique, comme ça a été le cas pour la filière gaz de schiste. Il y a d'autres termes qui ont été employés par le BAP, évaluation stratégique environnementale, table de concertation. Mais dans tous les cas, la proposition du BAP, c'est de s'arrêter pour faire le point sur le développement de la filière et les conditions minimales souhaitées nationalement pour développer les projets. Il apparaîtrait intéressant que cette consultation nationale ait lieu à ce stade. Ça a été rappelé dans le dernier rapport du BAP. Et j'ajouterais peut-être que ce serait intéressant qu'elle intègre aussi des spécificités régionales. C'est-à-dire que c'est difficile de définir un cadre. Le Québec est tellement grand qui va s'appliquer et être intéressant pour l'ensemble des territoires et des MRC. Par contre, un cadre global qui tient compte du fait que les projets sont de plus en plus grands et que les machines sont de plus en plus hautes et qui intègre par ailleurs les particularités régionales pourrait avoir des apports qui seraient intéressants pour améliorer les conditions de dialogue sur l'éolien. Des référendums sont souvent demandés pour valider l'intérêt d'un projet localement avant la délivrance du décret de l'autorisation d'exploiter. Là, je vais juste paraphraser Stéphanie Yates qui disait il y a quelques semaines dans le cadre d'un webinaire au MEIE que les référendums, pourquoi pas, mais ça s'appliquerait seulement au cas par cas et seulement après une campagne d'information et de consultation qui embarque la population, puisqu'un référendum seul, de la même manière qu'un sondage seul, ne permet pas de rentrer dans la finesse et de discuter des sujets de fond. Enfin, des consultations locales sur la transition énergétique, c'est un modèle assez intéressant qui commence à se développer dans
plusieurs MRC, qui a eu lieu notamment à la MRC des Sources, Marguerite Diouville. Là, l'intérêt, c'est qu'on dézoome, c'est-à-dire qu'on commence par poser ensemble, localement, des valeurs communes euh, sur lesquelles on s'accorde, qu'on veut respecter, et ensuite, on s'ouvre à des projets, notamment, par exemple, éventuellement des projets éoliens. Euh, on peut noter, bah, je crois que c'est à Marguerite Diouville, il y a notamment eu des ateliers ciblés avec les aînés, avec des jeunes, avec des écoles. C'est intéressant parce qu'on peut aller aussi un peu plus précisément dans la finesse de quel public souhaite quoi, comment est-ce qu'on peut concilier ses besoins. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les modalités qu'on utilise, les ressources doivent être mises à disposition des élus, des ressources, qu'elles soient informationnelles ou humaines, puisque j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Beaucoup de contraintes s'imposent aux municipalités et j'ai cru ressentir qu'elles avaient besoin d'aide, malgré les ressources qui sont déjà existantes. Je dirais assez vite sur la fin, les points importants que je veux vous partager, c'est la nécessité de rendre des comptes. Mais là, ça fait un petit peu appel à ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire que d'une part, des participants et participantes ne sont pas au clair avec la politique énergétique existante, sur la façon dont elle a été mise en place, sur les raisons pour lesquelles un projet a été effectivement autorisé, alors qu'il y avait de nombreuses préoccupations qui avaient été émises. Euh, la reddition de comptes, selon de nombreuses et nombreux auteurs et autrices en sciences sociales, fait vraiment partie du processus qui permet, euh, j'allais dire d'entériner, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas de construire et d'entretenir l'acceptabilité sociale des projets. Et aujourd'hui, il n'apparaît pas clairement au niveau du gouvernement en particulier euh, pourquoi certaines décisions sont prises, quels ont été les paramètres pris en compte dans la prise de décision. Et enfin, outiller les municipalités, ça fait vraiment écho avec ce que je vous disais juste avant. Ces municipalités sont au cœur d'un nœud d'information. Je m'excuse à nouveau auprès de mes amis designers pour cette slide, mais je vous invite à vous concentrer sur les flèches. En violet, vous avez les flèches de flux d'informations, en vert, la reddition de comptes, et en jaune, le financement ou des flux monétaires, on va dire. Et vous retrouvez on va dire, de grands acteurs sur cette slide, le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, la Régie de l'énergie, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, les MRC municipalités et les citoyens qui sont symbolisés par un ensemble de personnes. Bon, en fait, je pourrais juste m'arrêter là, me taire et vous permettre de constater qu'il y a énormément de flèches qui partent de ou qui vont vers les municipalités et les MRC qui ont donc une grande quantité d'informations à traiter, synthétiser, partager, diffuser. Ce qui appuie mon point, qui est aussi un point partagé dans les sciences sociales vis-à-vis du rôle central des élus et des maires et des mairesses en particulier et de leur besoin d'appui dans ces démarches de développement de projets de transition énergétique. Je terminerai là-dessus assez rapidement. Euh, Définir l'acceptabilité sociale, mesurer l'acceptabilité sociale, ça fait débat depuis de nombreuses années, des dizaines d'années, enfin une bonne dizaine d'années. Euh, En 2015, Pierre Batelier recensait 15 définitions, 13 ou 15 définitions de l'acceptabilité sociale. On se demande toujours si on peut la mesurer, d'où les idées de sondage, de référendum. Là aussi, les sciences sociales tendent à s'accorder pour dire qu'un outil quantitatif ne sera pas pertinent, pas suffisant pour mesurer l'acceptabilité sociale d'un projet. Mais en 2023, Sofiane Baba, Marie-Ève Maillet, Guillaume Marcotte ont développé une matrice, un modèle en fait qui permet d'aller sur trois grandes thématiques mesurer les conséquences d'un projet pour, in fine, quand on croise l'ensemble de ces données, mesurer s'il y a effectivement globalement une bonne acceptation sociale ou si euh, en fait on sent des tensions, beaucoup de divisions, que ce soit au niveau social local, au niveau du contexte politique ou au niveau de la diffusion des discours, notamment sur les réseaux sociaux. Et je vous partage ça juste voilà, pour signifier que des outils qualitatifs, en tout cas, il en existe. Moi, j'ai vu celui-là qui m'a semblé vraiment extrêmement intéressant. Dans tous les cas, euh, ce qui semble vraiment majeur à dire, c'est qu'il est plus important de présenter des projets socialement acceptables plutôt que de venir mesurer l'acceptabilité sociale à un moment où peut-être il sera trop tard. En tout cas, on a besoin d'outils et celui-là est assez intéressant. Euh,
Il est déjà 9h45. Je pense que je vais vous passer les messages clés pour aller directement aux recommandations. Ça se fait un peu écho parce que les messages clés, ça reprend on va dire, une synthèse de ce que je viens de vous présenter. Euh, et les recommandations répondent à ces messages clés qui sont des grands constats. Vous y aurez accès dans la présentation qui sera rendue disponible de toute façon, mais je ne veux pas qu'on grignote trop le temps d'échange. Donc, euh, il y a 10 recommandations à la lumière de tout ça que je propose. Et en fait, ce que je propose, mais c'est même pas nécessairement mes idées, c'est quand même des choses qui ont déjà été beaucoup partagées et demandées et qui, au regard de l'ensemble de ce travail, me semble vraiment importantes. D'abord, il y a la clarification des choix de politique énergétique du gouvernement, la clarification aussi de la planification. Et ça, c'est important non seulement pour les citoyens et citoyennes, mais aussi pour l'industrie qui a besoin de planifier ses volumes de développement. Et ça va avec la mise à jour du plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec, évidemment. Conduire une consultation nationale pour définir les conditions de développement de la filière éolienne, je l'ai placé là parce que ça a été demandé 9 fois consécutives par le BAP entre 2000 et 2024. C'est aussi une demande des comités citoyens et citoyennes et c'est vraiment de nature à être constructif. C'est-à-dire que là, on ne se pose pas la question de est-ce que l'éolien est une bonne idée. Globalement, il y aurait un consensus pour dire que c'est le cas. Ça ne veut pas dire que c'est le cas partout et dans toutes les conditions. Donc là, il s'agit de définir justement dans quelles conditions. Mettre en ligne un observatoire de l'éolien. Euh, Ça, vous vous souvenez, c'est un de mes affreux schémas avec les lignes qui allaient un petit peu dans tous les sens entre les documents et les sources dans lesquelles on peut trouver ces documents. L'idée étant de mettre à disposition les données qu'on a déjà, peut-être aussi en les rendant un petit peu plus visuelles, pédagogiques, synthétiques, pour faciliter juste l'accès à ces données, que ce soit par les citoyens, citoyennes ou par les élus qui ont besoin de ces informations. Intégrer un critère d'acceptabilité sociale dans l'évaluation des projets énergétiques, ça a été demandé plusieurs fois par le BAP, ça a été demandé plusieurs fois par des participants et participantes au BAP. Euh, En fait, ce qui ressort à la fois des entretiens puis de ce que j'ai pu lire du BAP, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sensation que les préoccupations, même si elles sont émises, ne sont pas vraiment entendues. Le fait d'intégrer un indicateur, que ce soit dans les appels d'offres d'Hydro-Québec ou que ce soit directement par le gouvernement, et peut-être qu'il en existe un, auquel cas il faut juste le montrer, mais ça permet de participer à la légitimation du processus et de la prise en compte de l'avis des participants et des citoyens et des élus. Monter un programme de financement dédié à l'amélioration de la connaissance des impacts de l'éolien sur les écosystèmes et la santé, qui sont vraiment des points qui ressortent et pour lesquels il y a des lacunes évidentes. C'est le cas en particulier pour les écosystèmes et pour certains domaines de la santé, même l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, qui propose un état de l'art en matière de connaissances sur ce sujet et assez clair. On peut dire que c'est globalement rassurant, mais qu'il y a quand même encore de nombreuses questions vis-à-vis de l'altération de la qualité de vie pour des personnes qui sont sensibles en particulier. Voilà, donc démontrant la nécessité de poursuivre les recherches. Et ma dernière slide de recommandation, avant de passer aux limites et aux questions et aux échanges. Prévoir une marge de manœuvre dans les projets proposés. Là, c'est plutôt du côté des promoteurs, que ce soit voilà, Hydro-Québec ou les promoteurs privés, publics, selon le modèle qui est souhaité. De manière là aussi encore une fois, on est dans la légitimation du processus et de la parole des participants et participantes. Soutenir les municipalités MRC dans les exercices d'information et de consultation. Je pense que j'ai été assez bavarde sur ce sujet, donc j'en rajoute pas. Ouvrir les modalités de participation, comme je vous le disais, à la fois pour pouvoir accueillir des formes un peu plus créatives, des formes de recherche participative. Mettre en place un processus de signalement des situations de détresse psychologique, émotionnelle localement. Ça vaut notamment dans le cas que je vous ai présenté avec cet extrait du mémoire où on sent vraiment la détresse de la personne qui s'exprime. Ça vaut aussi pour les personnes qui sont sur des territoires et qui ressentent des situations de violence vis-à-vis de la manière dont les projets éoliens sont développés. Peut-être que des fois, ce ne sera pas nécessaire, mais dans les entretiens que j'ai pu mener, j'ai vraiment ressenti, quelle que soit la position des personnes interrogées, qu'elles soient a priori plutôt pour ou plutôt contre le projet proposé, il y a eu des intimidations, il y a eu des menaces directes ou indirectes,
Il y a eu des situations de détresse émotionnelle super fortes et ces personnes sont seules. Bah, seules, c'est-à-dire qu'elles s'organisent, mais ça donne quand même le sentiment qu'un soutien serait nécessaire. Et enfin, ça c'est plus une réflexion personnelle, d'estiloter les pratiques en favorisant les collaborations avec des artistes, avec des experts et des expertes en sciences sociales, avec des citoyens, des citoyennes. Je considère que, en tant qu'ingénieur, je fais un peu partie du problème, c'est-à-dire qu'à force de parler entre nous, d'avoir une logique très très technique, on oublie qu'il y a certaines données qui ne sont pas visibles, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qu'il y a des choses qui auraient dû être discutées puis qui ne l'ont pas été. Et en ouvrant le cercle des personnes avec qui on discute, je trouve ça assez éclairant. Mais bon, ça, voilà, encore une fois, c'est un petit peu plus introspectif. Je vous le partage quand même. Bon, pourquoi tout ça? Je ne sais pas si c'est utile de rentrer dans le détail, mais pourquoi est-ce qu'on veut hein, des conditions de dialogue apaisé sur l'éolien? Parce que ben, c'est possible de faire mieux et c'est pas forcément très compliqué. Même si ça prend du temps et de l'énergie et éventuellement un peu d'argent. Pour aller plus vite, puisque ça semble être l'objectif du gouvernement, je veux dire, on a les mêmes objectifs en France, on a besoin d'aller vite parce qu'il y a des enjeux d'urgence climatique, ça, pourquoi pas. Mais en ayant un cadrage précis et en partant sur de bonnes bases, je suis assez persuadée, là non plus, je ne suis pas la seule à le dire, qu'on peut être plus efficace et minimiser les incompréhensions, améliorer le climat social, limiter les polarisations. Bon, voilà, je pense que vous avez compris le principe. Juste un point sur les limites, parce que c'est important. Euh, je vous ai dit vraiment beaucoup de choses. J'espère que je ne vous ai pas assommé, mais je dois dire que malgré tout le sérieux que j'ai essayé de mettre dans cette recherche, même si je suis une professionnelle qui travaille dans ce domaine, actuellement je suis en congé. J'ai fait ça avec mes petits moyens. J'ai des amis formidables, dont une est présente ici qui m'a prêté sa voiture pour que j'aille faire ma recherche. J'ai dû m'ajuster un peu à des situations. Je me suis retrouvée le 17 décembre de nuit à devoir aller faire du porte-à-porte. Et là, vraiment, je me suis sentie très seule. Donc, dans la méthode, je me suis souvent trouvée confrontée à des murs, à des difficultés. Si j'avais été au sein d'une organisation, j'aurais probablement pu outrepasser ces limites. Donc, c'est une limite, le fait que ce soit une recherche indépendante et presque solitaire, puisque j'ai quand même eu la chance d'être accueillie par le Front commun. Et quelques travaux supplémentaires qui me sembleraient intéressants de mener, que j'ai pas vraiment eu le temps de faire. Analyser la logique économique et organisationnelle des projets éoliens. Il y a beaucoup de formes de financement, de gouvernance, de montage. J'ai pas pris le temps de rentrer dans le détail. Moi, je vous rapporte juste que ça pose question. Puis ça me pose question aussi, mais j'aurais aimé apporter une analyse. Je ne l'ai pas fait. Participer à des séances d'information publique sur les projets éoliens, comprendre aussi comment l'information est amenée. Analyser les recours collectifs qui ont été déposés envers les 3 parcs éoliens. Conduire des entretiens complémentaires, notamment avec des riverains et des riveraines. J'en ai eu que 12. Euh, Riverains, riveraines, éoliennes et citoyens. Et des entretiens complémentaires avec les communautés autochtones. Malheureusement, j'ai pu avoir qu'un seul entretien avec un conseil de bande. Donc, c'est vraiment une limite quand même que j'identifie. Et voilà, également conduire une étude comparative avec d'autres provinces canadiennes. Je me suis concentrée sur le Québec. Je sais qu'en Ontario, ça a l'air vraiment très critique. Ça aurait été intéressant et ça aurait donné de la perspective d'aller voir ce qui s'y passe. Et enfin, j'aurais aimé aller voir ce qui se passe suite au processus de consultation dans les MRC, notamment Marguerite Diouville. J'ai pas pu, parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Mais ce serait intéressant de voir comment sont intégrées les demandes des participants, puis si ça aide vraiment à mettre au point des projets de façon plus sereine. Bon, j'ai beaucoup parlé. Il est 10h moins 5. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je serai très heureuse d'y répondre. Et si je ne peux pas y répondre, vous pouvez m'envoyer un courriel ou m'envoyer le vôtre dans le chat et je vous répondrai par écrit.